Une fille pauvre, armée seulement de livres d'occasion et d'une foi inébranlable, embarque pour le premier vol de sa vie. Quelques minutes plus tard, l'avion tombe en panne totale et les pilotes perdent connaissance. Ce jour-là, elle n'a pas seulement sauvé un millionnaire et 80 vies, elle a aussi ouvert des ailes pour que des millions rêvent plus grand. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant. Dans les faubourgs de Toulouse, là où les avions d'Airbus survolent quotidiennement les toits des maisons modestes, vivait une petite fille nommée Céline Dubois. Du haut de ses 12 ans, Céline n'avait pas grand-chose, mais possédait l'essentiel. Une imagination débordante et une passion dévorante pour l'aviation. Chaque jour, elle levait les yeux vers le ciel, suivant du regard les aéronefs qui décollaient de l'aéroport voisin, rêvant qu'un jour, elle aussi pourrait s'élever au-dessus des nuages. La vie n'avait pas été tendre avec la famille Dubois. Depuis la disparition prématurée de son père, emportée par une maladie fulgurante 3 ans plus tôt, Céline et sa mère, Mathilde, vivaient modestement dans un petit appartement du quartier des Minimes. Mathilde était lavandière, récupérant le linge des familles aisées du centre-ville pour les laver et les repasser minutieusement. Ses mains, usées par les lessives et l'eau de Javel, témoignaient des sacrifices quotidiens d'une mère déterminée à offrir un avenir meilleur à sa fille unique. « Céline, descends de ton perchoir. Tu vas être en retard pour l'école », cria Mathilde depuis la cuisine, alors que sa fille était encore installée sur le petit balcon de leur appartement, jumelle bon marché en main, observant un Airbus A380 s'élever majestueusement dans le ciel matinal. « J'arrive, maman. Je notais juste l'angle d'inclinaison au décollage de l'A380. C'est fascinant comment un appareil si lourd peut... Tu me raconteras ça ce soir, ma chérie. Maintenant, ton petit déjeuner t'attend. Et Madame Lefebvre m'a confié une montagne de linge à livrer avant midi. » Céline soupira, rangea soigneusement ses jumelles dans leur étui élimé et ferma son carnet de notes où elle avait dessiné avec précision l'appareil observé, ajoutant des annotations techniques surprenantes pour une enfant de son âge. Sur l'étagère de sa minuscule chambre s'alignaient des dizaines de carnets similaires, tous remplis de croquis d'avions, de notes techniques et de calculs aérodynamiques que la petite prodige avait appris seule. En descendant prendre son petit déjeuner, Céline passa devant le vieux buffet du salon où trônait la photo de son père en uniforme d'agent de maintenance chez Airbus. Pierre Dubois n'avait jamais été pilote, mais sa passion pour les avions avait été transmise à sa fille comme un héritage précieux. Avant que la maladie ne l'emporte, il avait passé d'innombrables heures à expliquer à Céline les mystères de l'aéronautique. « Tu as encore passé la nuit à lire, n'est-ce pas ?» demanda Mathilde en posant un bol de chocolat chaud devant sa fille. Ses yeux fatigués trahissaient son inquiétude, mais aussi une certaine fierté face à la détermination de Céline. « Juste quelques chapitres, maman. Monsieur Laurent de la bibliothèque municipale m'a prêté un manuel sur les systèmes hydrauliques des Airbus. C'est passionnant. » Mathilde sourit tristement. Sa fille méritait tellement plus que ses vieux livres défraîchis et ses visites à la bibliothèque. Elle méritait de réaliser ses rêves, de toucher le ciel qu'elle observait avec tant d'admiration. Le chemin vers l'école de Céline longeait les grillages de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Chaque jour, la petite fille s'arrêtait quelques minutes pour observer les avions, s'attardant parfois au point de risquer d'être en retard. Ce matin-là, elle aperçut un imposant jet privé, différent des appareils habituels. Un Dassault Falcon 8X, murmura-t-elle pour elle-même, identifiant instantanément l'appareil. Autonomie de 11 945 km, vitesse maximale de Mach 0,9. Tu parles toute seule maintenant, la folle des avions, lança une voix moqueuse derrière elle. Lucas Mercier, fils d'un cadre supérieur d'Airbus, prenait un malin plaisir à tourmenter Céline. Entouré de ses amis, il ricanait en pointant du doigt les vêtements usés de la fillette. « Mon père dit que les filles comme toi finissent femmes de ménage, pas pilotes, » ajouta-t-il avec méchanceté. Céline serra les poings, mais ne répondit pas. Elle avait appris à ne pas prêter attention aux moqueries. Son regard resta fixé sur le jet privé qui s'apprêtait à décoller. « Un jour, je piloterai des avions plus grands que celui-là, » pensa-t-elle avec détermination. À l'école, Céline était une élève discrète mais brillante. Ses professeurs s'étonnaient de ses connaissances en physique et en mathématiques, matières dans lesquelles elle excellait naturellement. Madame Moreau, sa professeure de sciences, l'avait prise sous son aile, lui prêtant des livres et l'encourageant à poursuivre sa passion. « Céline, j'ai quelque chose pour toi, » lui dit-elle à la fin du cours ce jour-là.
Elle sortit de son sac un magazine spécialisé en aéronautique. « C'est le dernier numéro d'Aviation Magazine. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. » Les yeux de Céline s'illuminèrent. Ces magazines étaient bien trop coûteux pour son maigre budget. « Merci infiniment, Madame Moreau. J'ai aussi une nouvelle qui pourrait te plaire, » ajouta la professeure avec un sourire complice. L'Aéroclub de Toulouse organise un concours pour les jeunes passionnés d'aviation. Le gagnant aura droit à un vol d'initiation. Le cœur de Céline s'emballa. Un vrai vol. Pas seulement observer les avions de loin, mais monter à bord, peut-être même tenir les commandes. C'était son rêve le plus cher. Ce soir-là, après avoir aidé sa mère à plier le linge des clients, Céline se rendit à la petite bibliothèque de quartier. Monsieur Laurent, le bibliothécaire à la retraite, l'accueillit avec son sourire bienveillant habituel. « Ah, ma petite aviatrice. J'ai mis de côté quelques livres qui pourraient t'intéresser. » La bibliothèque était modeste, mais disposait d'un vieux ordinateur connecté à Internet. Monsieur Laurent avait obtenu une dérogation spéciale pour permettre à Céline d'utiliser des simulateurs de vol gratuits en ligne, argumentant auprès de la directrice que c'était à des fins éducatives. « J'ai aussi une surprise pour toi, » annonça-t-il en sortant un objet de son bureau. « Mon fils travaille chez Airbus, et ils allaient jeter ces manuels techniques obsolètes. J'ai pensé qu'il pourrait avoir une seconde vie entre tes mains. » Céline prit délicatement le manuel usé mais précieux. « Guide des procédures d'urgence, Airbus A320. » Ses doigts tremblèrent d'émotion. « Monsieur Laurent, je ne sais pas comment vous remercier. Continue à apprendre, petite. Un jour, tu nous feras tous voler. » Pendant 2 heures, Céline s'absorba dans le simulateur de vol, s'exerçant à des procédures d'urgence complexes, mémorisant chaque détail avec une précision remarquable. Son cerveau semblait câblé pour comprendre l'aviation, comme si elle était née pour voler. En rentrant chez elle ce soir-là, Céline trouva sa mère en larmes, assise à la table de la cuisine, une lettre à la main. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Mathilde essuya rapidement ses larmes, tentant de retrouver sa composition face à sa fille. « Ce n'est rien, ma chérie. C'est encore le propriétaire qui demande le loyer ?» Le silence de sa mère fut une réponse suffisante. Depuis plusieurs mois, les finances étaient de plus en plus serrées. Malgré les heures supplémentaires et les petits travaux que Mathilde acceptait, joindre les 2 bouts devenait un défi quotidien. « Ne t'inquiète pas, maman. Quand je serai grande, je serai pilote et on aura une belle maison près de l'aéroport, » promit Céline en serrant sa mère dans ses bras. Mathilde sourit à travers ses larmes. « Je sais, mon ange. Je sais que tu y arriveras. » Cette nuit-là, incapable de dormir, Céline sortit silencieusement sur le petit balcon de l'appartement. Au loin, les lumières de l'aéroport scintillaient comme des étoiles terrestres. Elle ferma les yeux et imagina le bruit des réacteurs, la sensation de l'accélération au décollage, la liberté absolue du vol. « Un jour », murmura-t-elle comme une prière. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce jour viendrait bien plus tôt qu'elle ne l'imaginait, et dans des circonstances que personne n'aurait pu prévoir. Le destin de Céline Dubois allait bientôt prendre son envol, mais pas de la façon dont elle l'avait rêvé. À quelques kilomètres de là, dans une somptueuse villa de la Côte Pavée, l'un des quartiers les plus huppés de Toulouse, Henri Valmont, PDG de Valtech Industries, l'un des plus importants sous-traitants d'Airbus, raccrochait son téléphone avec irritation. Son assistant venait de l'informer que son vol privé pour Paris avait été annulé en raison d'un problème technique. Il devrait prendre un vol commercial le lendemain pour assister à une réunion cruciale qui pourrait valoir des millions à son entreprise. « Commercial » grogna-t-il avec dédain, comme s'il s'agissait d'une punition imméritée. « Et en classe économique en plus, toutes les places business sont prises. » Henri Valmont, 52 ans, n'avait pas voyagé en classe économique depuis des décennies. L'idée même de côtoyer le commun des mortels pendant près de 2 heures lui semblait insupportable. Mais il n'avait pas le choix. Cette réunion pourrait changer l'avenir de Valtech Industries. Ce qu'il ignorait, c'est que ce vol allait également changer sa vie et celle d'une petite fille qu'il n'avait pas encore rencontrée. Le lendemain matin, Céline fut réveillée par un cri de joie provenant de la cuisine. Intriguée, elle se précipita hors de son lit, ses cheveux châtains en bataille et ses yeux encore lourds de sommeil. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Mathilde se tenait debout, une enveloppe à la main, le visage illuminé par une expression que Céline n'avait pas vue depuis longtemps. « Ma chérie, tu ne vas pas croire ce qui nous arrive !» s'exclama Mathilde, agitant l'enveloppe comme un trophée. « Tu te souviens de tante Élise, ma cousine qui travaille pour Air France ?» Céline hocha la tête, tentant de comprendre l'origine de cette soudaine euphorie.
Elle vient de m'envoyer 2 billets d'avion pour Paris, une promotion spéciale pour les employés et leurs familles. Toulouse-Paris, aller-retour ce week-end. Le monde sembla s'arrêter autour de Céline. 2 billets d'avion, un vrai vol. Pas dans un simulateur, pas dans son imagination, mais dans un véritable avion. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle crut qu'il allait s'échapper de sa poitrine. On va vraiment voler ?» balbutia-t-elle, n'osant y croire. « Oui, ma puce. Tu vas enfin pouvoir monter dans un de ces avions que tu observes depuis si longtemps. » Les jambes de Céline cédèrent sous l'émotion et elle s'effondra sur une chaise. Des larmes de joie coulaient sur ses joues sans qu'elle puisse les retenir. Mais comment? Je veux dire, même avec des billets gratuits, il y a l'hôtel à Paris, les repas. Le sourire de Mathilde s'élargit encore davantage. J'ai tout prévu. J'ai économisé en secret depuis des mois en mettant de côté une partie des pourboires que me donnent certains clients. Et Élise nous hébergera chez elle pour la nuit. Ce sera court, mais ce sera notre première vraie aventure ensemble depuis... Elle n'acheva pas sa phrase, mais Céline comprit. Depuis la disparition de son père, elle n'avait pas eu l'occasion de voyager, pas même pour un week-end. Et puis, ajouta Mathilde avec un clin d'œil complice, j'ai pensé que ce serait l'occasion parfaite pour visiter le musée de l'air et de l'espace au Bourget. Une certaine passionnée d'aviation devrait apprécier, non? Céline se jeta dans les bras de sa mère, incapable d'exprimer avec des mots la gratitude et la joie qui l'envahissaient. Ce week-end s'annonçait comme le plus beau de sa vie. Les 2 jours qui suivirent passèrent dans un tourbillon de préparatifs et d'excitation. Céline passait des heures à étudier le modèle d'avion qu'elles allaient emprunter. Un Airbus A320, l'appareil qu'elle connaissait le mieux grâce à ses lectures et au simulateur. Elle mémorisa la disposition de la cabine, les procédures de sécurité, les caractéristiques techniques du réacteur CFM56 qui équipait l'appareil. La veille du départ, elle ne dormit pratiquement pas, alternant entre l'excitation et une étrange appréhension qu'elle ne s'expliquait pas, comme un pressentiment diffus que ce voyage serait différent de tout ce qu'elle avait imaginé. Le grand jour arriva enfin. Céline et sa mère se présentèrent à l'aéroport de Toulouse-Blagnac 3 heures avant le décollage, bien que ce soit un vol intérieur. La petite fille voulait profiter de chaque instant, observer les opérations au sol, les préparatifs, tout ce qu'elle n'avait pu voir que de loin jusqu'à présent. « Regarde, maman, c'est notre avion !» s'exclama Céline en pointant du doigt un A320 aux couleurs d'Air France qui venait d'accoster à la porte d'embarquement. Mathilde sourit, touchée par l'enthousiasme de sa fille. « Comment peux-tu en être sûre? Ils se ressemblent tous pour moi. Je reconnais son immatriculation, FGKXQ. C'est un A320-214, livré à Air France en 2005. Il a fait sa dernière révision complète il y a 3 mois. » Mathilde regarda sa fille avec stupéfaction. « Comment peux-tu savoir tout ça ?» Céline haussa les épaules avec un sourire malicieux. « J'ai mes sources. Et puis j'ai vérifié notre vol sur Flight Radar avant de partir. » L'heure de l'embarquement approchait. Céline, vêtue de sa plus belle robe, un peu trop petite mais soigneusement repassée pour l'occasion, serrait contre elle son petit sac à dos contenant ses carnets, un exemplaire du manuel de vol de l'A320 emprunté à la bibliothèque et une petite Bible que son père lui avait offerte avant sa disparition. « Tu es prête, ma chérie ?» demanda Mathilde en lui prenant la main. Céline hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion lui serrait la gorge. Elles se dirigèrent vers la porte d'embarquement, présentèrent leurs billets et leurs cartes d'embarquement, puis s'engagèrent dans la passerelle qui les menait vers l'avion. À l'entrée de l'appareil, une hôtesse de l'air au sourire chaleureux les accueillit. « Bienvenue à bord, mesdames. Vos sièges se trouvent au milieu de l'appareil, rangée 18, sièges A et B. » Céline avança dans la cabine comme si elle entrait dans un sanctuaire, touchant discrètement les dossiers des sièges, observant chaque détail avec des yeux émerveillés. L'odeur caractéristique de l'avion, un mélange de plastique neuf, de textile et d'air conditionné, lui sembla le plus enivrant des parfums. Elles s'installèrent à leur place, côté hublot pour Céline, bien sûr. La petite fille regardait par la fenêtre, fascinée par l'activité sur le tarmac. Des agents de piste chargeaient les bagages, un camion de ravitaillement s'éloignait, un technicien effectuait une dernière vérification visuelle de l'aile. C'est alors qu'elle le remarqua, un détail infime mais troublant. La vis de fixation d'un panneau d'accès au moteur semblait légèrement desserrée. Dans ses lectures, Céline avait appris que ce type de panneau devait être parfaitement sécurisé avant le vol, car les vibrations et la pression pouvaient aggraver un desserrage même mineur. « Maman », murmura-t-elle soudain inquiète, « je crois qu'il y a un problème avec le moteur. »
Mathilde, occupée à ranger leurs affaires dans le compartiment supérieur, lui jeta un regard distrait. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, ces avions sont vérifiés des dizaines de fois avant de décoller. Tout va bien. » Mais Céline n'était pas convaincue. Elle continuait de fixer la vis avec appréhension, se demandant si elle devait insister ou faire confiance aux procédures de sécurité de la compagnie. C'est à ce moment qu'un homme d'une cinquantaine d'années, élégamment vêtu d'un costume sur mesure, s'arrêta dans l'allée à côté de leur rangée. Il consulta son billet avec une expression contrariée, puis soupira bruyamment. 18C. Magnifique. Coincé entre le hublot et l'allée en classe économique, Henri Valmont jeta un regard dédaigneux à ses voisines de vol, une femme d'âge moyen, aux mains rougies par le travail, et une petite fille en robe bon marché. « Parfait », pensa-t-il avec ironie. La journée ne pouvait pas être pire. « Bonjour, monsieur », le salua poliment Mathilde. « Vous êtes à côté de nous. » Henri se contenta d'un grognement en guise de réponse avant de s'installer avec raideur sur son siège. Il sortit immédiatement son téléphone, manifestement désireux de marquer une distance avec ses voisines. « Excusez-moi, monsieur », dit timidement Céline. Henri leva les yeux de son écran avec une irritation non dissimulée. « Oui, je crois qu'il y a un problème avec le moteur gauche. La vis de fixation du panneau d'accès est desserrée. » Le regard d'Henri passa de l'agacement à la condescendance amusée. « Et comment une petite fille comme toi pourrait-elle savoir ce genre de choses? J'étudie l'aviation, monsieur, et j'ai lu que... » « Écoute, petite, » l'interrompit-il avec un sourire méprisant. « Ces avions sont entretenus par des professionnels qui ont passé des années à étudier, pas par des enfants qui lisent des magazines. Si le moteur avait un problème, crois-moi, les techniciens l'auraient remarqué. » Le visage de Céline s'empourpra de honte et de colère contenue. Elle voulut répliquer, mais sa mère posa une main apaisante sur son bras. « Laisse, Céline. Monsieur a raison, les experts savent ce qu'ils font. » L'avion commença à se remplir de passagers. Parmi eux, un groupe de touristes japonais, une équipe de rugby amateur en déplacement pour un match à Paris, quelques hommes d'affaires comme Henri et des familles partant en week-end. Au total, 80 personnes, équipage compris, qui ignoraient que leur destin était sur le point de basculer. Les portes se fermèrent. L'équipage effectua les démonstrations de sécurité que Céline suivit avec une attention religieuse, malgré sa connaissance préalable de chaque geste. Le commandant de bord, le capitaine Laurent Mercier, un pilote expérimenté comptant plus de 15 000 heures de vol, prit la parole dans les haut-parleurs pour souhaiter la bienvenue aux passagers et annoncer une météo favorable pour le vol de 1h30 vers Paris-Orly. L'avion quitta la porte d'embarquement, tracté par un véhicule de piste, puis s'engagea sur le taxiway en direction de la piste. Céline sentait son cœur battre à tout rompre. Le moment qu'elle attendait depuis si longtemps était enfin arrivé. Les réacteurs rugirent, l'avion s'élança sur la piste, accélérant de plus en plus. Céline fut plaquée contre son siège par la force de l'accélération, sensation grisante qui lui arracha un sourire extatique. Puis le miracle se produisit. Le nez de l'appareil se souleva, les roues quittèrent le sol et soudain il volait. « On vole, maman, on vole vraiment !» s'exclama Céline, des larmes de joie perlant au coin de ses yeux. Mathilde serra la main de sa fille, émue par son bonheur. À côté d'elle, Henri leva les yeux au ciel, exaspéré par cet enthousiasme qu'il jugeait puéril. Pour lui, qui prenait l'avion plusieurs fois par semaine, voler n'avait rien de magique. Ce n'était qu'un moyen de transport, et pas le plus confortable quand on était relégué en classe économique. L'avion grimpa à son altitude de croisière, 10 000 mètres au-dessus du sol. Le service à bord commença, les hôtesses distribuant boissons et collations. Céline ne quittait pas le hublot des yeux, émerveillée par la vue des nuages qui s'étendaient à perte de vue, formant un océan cotonneux d'une blancheur éblouissante. Pourtant, une ombre persistait dans son esprit, cette vis desserrée qu'elle avait remarquée. Était-ce vraiment insignifiant comme l'avait affirmé Henri Valmont? Elle n'arrivait pas à se défaire de cette inquiétude, ce pressentiment tenace. Elle sortit discrètement son carnet et commença à dessiner l'emplacement exact où elle avait vu la vis, notant l'heure, la configuration de l'aile et toutes les informations qui pourraient être pertinentes. Henri la regarda faire du coin de l'œil, intrigué malgré lui par la précision des croquis de la fillette. « Tu as vraiment appris tout ça toute seule ?» demanda-t-il avec une curiosité nouvelle dans la voix. Céline acquiesça sans lever les yeux de son carnet. « Oui, monsieur, grâce aux livres de la bibliothèque et au manuel technique que mon père m'a laissé. Il travaillait chez Airbus. Il est pilote, ton père ?» Le crayon de Céline s'immobilisa. Mathilde, qui somnolait légèrement,
ouvrit les yeux, attentive à la réponse de sa fille. « Non, monsieur, il était technicien de maintenance, mais il n'est plus là maintenant. » Henri se sentit soudain embarrassé par sa question. Il n'était pas habitué à ce genre d'échange personnel, surtout avec des inconnus, et encore moins avec une enfant. Il allait changer de sujet lorsqu'une légère secousse ébranla l'avion. Une turbulence ordinaire, rien d'alarmant. Pourtant, Céline se raidit sur son siège. Son regard se porta immédiatement vers l'aile gauche, là où elle avait repéré la vis suspecte. Ce qu'elle vit confirma ses pires craintes. La vibration avait accentué le desserrage, et maintenant, le panneau d'accès semblait légèrement décalé, laissant apparaître un mince interstice où il n'aurait pas dû y en avoir. « Monsieur », dit-elle à Henri, la voix tremblante d'urgence. « Le panneau est en train de se détacher. » Henri Valmont poussa un soupir d'exaspération. Cet enfant commençait sérieusement à l'agacer avec ses observations alarmistes. « Écoute, petite, je t'ai déjà dit que… » Une secousse plus violente que la précédente interrompit sa phrase. L'avion trembla, comme une feuille dans la tempête. Les masques à oxygène se déployèrent automatiquement, tombant du plafond dans un balai chaotique. Des cris de panique éclatèrent dans la cabine. « Mesdames et messieurs », résonna la voix tendue de l'hôtesse dans les haut-parleurs, « veuillez rester assis et attacher vos ceintures. Nous traversons une zone de turbulence. Placez les masques à oxygène sur votre visage et respirez normalement. » Mathilde attrapa instinctivement le masque qui pendait devant elle et l'ajusta sur le visage de Céline avant de s'occuper du sien. Mais Céline ne quittait pas des yeux l'aile gauche de l'avion. Ce qu'elle y vit glaça son sang. Le panneau d'accès s'était complètement détaché et venait d'être aspiré dans le réacteur, provoquant une gerbe d'étincelles suivie d'une explosion assourdissante. L'avion bascula brutalement sur la droite. Des bagages tombèrent des compartiments supérieurs. Une valise heurta violemment le front d'Henri Valmont, lui ouvrant une entaille au-dessus de l'œil. Le sang commença à couler sur son visage. « Mon Dieu !» s'écria Mathilde, tentant de maintenir son équilibre alors que l'appareil se redressait péniblement. « Que se passe-t-il » Céline savait exactement ce qui venait de se produire. Le panneau détaché avait été aspiré par l'entrée d'air du réacteur, endommageant les aubes de la soufflante et probablement aussi le compresseur. Un FOD, Foreign Object Damage, catastrophique. « Le moteur gauche est endommagé, maman », expliqua-t-elle, avec un calme surprenant pour une enfant de son âge. L'avion peut voler avec un seul moteur, mais le déséquilibre de poussée rend le contrôle plus difficile. Henri, essuyant le sang qui coulait dans ses yeux, regarda Céline avec une expression nouvelle, un mélange d'incrédulité et de respect naissant. « Comment peux-tu savoir tout ça ?» Avant que Céline ne puisse répondre, une voix grave résonna dans les haut-parleurs. Le capitaine Mercier s'adressait aux passagers. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous venons de subir une avarie sur notre moteur gauche. La situation est sous contrôle, mais par mesure de précaution, nous allons effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Limoges-Bellegarde, qui se trouve à 15 minutes de vol. Veuillez rester assis, gardez vos ceintures attachées et suivre scrupuleusement les instructions de l'équipage. Je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation. » Un silence pesant s'abattit sur la cabine, rapidement rompu par des murmures anxieux et quelques sanglots étouffés. L'équipage se déployait dans les allées, vérifiant l'état des passagers, prodiguant premiers soins et paroles rassurantes. Une hôtesse s'approcha d'Henri, un kit de premier secours à la main. « Monsieur, vous êtes blessé. Laissez-moi vous aider. » Tandis qu'elle nettoyait et pansait sa blessure, Henri ne pouvait s'empêcher de fixer Céline. Cette gamine avait vu venir la catastrophe. Elle avait essayé de l'avertir, et il l'avait traitée comme une idiote. « Tu avais raison », admit-il à contre-cœur. « Comment as-tu su ?» Céline haussa les épaules, comme si sa connaissance était la chose la plus naturelle du monde. « J'observe les avions depuis que je suis toute petite. Je sais reconnaître quand quelque chose n'est pas normal. » Une nouvelle secousse, plus violente encore que les précédentes, secoua l'avion. Les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent complètement pendant quelques secondes interminables avant que l'éclairage de secours ne s'active, baignant la cabine d'une lueur blafarde. Le visage de l'hôtesse qui s'occupait d'Henri pâlit visiblement. Elle s'excusa auprès de lui et se précipita vers l'avant de l'appareil, où ses collègues semblaient en pleine communication avec le cockpit. Quelque chose n'allait pas. Céline le sentait. L'avion ne se comportait pas comme il aurait dû avec une simple perte de moteur. Les vibrations étaient trop fortes, la perte d'altitude trop rapide. « Il y a un autre problème », murmura-t-elle.
plus pour elle-même que pour les autres. Henri, maintenant entièrement réceptif aux observations de la fillette, se pencha vers elle. Quel autre problème? Je ne suis pas sûr, mais je pense que des débris du moteur ont peut-être endommagé les commandes de vol ou le système hydraulique. L'avion semble avoir du mal à maintenir son assiette. Comme pour confirmer ses dires, l'appareil plongea soudainement du nez, provoquant une sensation de chute libre qui arracha des hurlements aux passagers. Mathilde agrippa la main de sa fille avec une force désespérée, murmurant des prières. Puis, aussi brutalement qu'il avait plongé, l'avion se redressa, soumettant tous les occupants à une force G positive qui les plaqua contre leur siège. Les pilotes luttent pour garder le contrôle, analysa Céline, son cerveau fonctionnant à toute vitesse malgré la terreur qui nouait son estomac. Ils compensent manuellement la défaillance du système. Dans le cockpit, la situation était effectivement critique. Le capitaine Mercier et son copilote, le lieutenant Thomas Bernard, faisaient face à une cascade de défaillances. Non seulement le moteur gauche était hors service, mais des débris avaient endommagé plusieurs systèmes critiques. Le système hydraulique principal présentait une fuite importante, compromettant progressivement le contrôle des gouvernes. Les instruments électroniques affichèrent des informations contradictoires, forçant l'équipage à revenir aux méthodes de pilotage basiques. « Mayday, Mayday, Mayday », transmettait le lieutenant Bernard au contrôle aérien. « Air France 3568, Airbus A320, avarie moteur et système hydraulique compromis. Demandons vecteur immédiat pour atterrissage d'urgence à Limoges-Bellegarde. » Pendant ce temps, dans la cabine principale, le chef de cabine, Philippe Moreau, tentait de maintenir le calme parmi les passagers tout en préparant discrètement l'équipage à une possible évacuation d'urgence. L'hôtesse qui avait soigné Henri revint précipitamment vers les places 18A, B et C. Son badge indiquait « Sophie Lefebvre, chef de cabine adjointe ». Son expression trahissait une inquiétude qu'elle s'efforçait de masquer. « Monsieur, dit-elle à Henri, pourriez-vous venir avec moi un instant ?» Henri fronça les sourcils. « Pourquoi? Que se passe-t-il » Sophie hésita, puis baissa la voix. « Le commandant m'envoie chercher un passager qui aurait des connaissances en pilotage. Sur la liste, vous êtes indiqué comme cadre chez Valtech Industries, un sous-traitant d'Airbus. Avez-vous une expérience en matière d'aviation ?» Henri passa une main sur son visage, étalant sans le vouloir le sang séché sur sa joue. « Je dirige la partie financière et commerciale. Je ne suis pas pilote ni ingénieur. Je ne peux pas vous aider. » Le désespoir se lut clairement sur le visage de Sophie. Céline, qui avait écouté l'échange, se leva brusquement de son siège. « Moi, je peux peut-être aider, » dit-elle d'une voix claire qui surprit l'hôtesse. Sophie regarda la petite fille avec une expression confuse, oscillant entre l'attendrissement et l'agacement. Ce n'était pas le moment pour des plaisanteries d'enfant. « Ma chérie, c'est très gentil, mais nous cherchons quelqu'un qui... »« Ma fille connaît les avions, » intervint Mathilde, sa voix tremblante mais déterminée. Elle étudie l'aviation depuis des années. Elle avait repéré le problème du panneau avant même que nous décollions. Henri, à la surprise générale, y compris la sienne, confirma les dires de Mathilde. « C'est vrai, elle m'a averti du problème, et je ne l'ai pas écouté. Elle semble connaître le fonctionnement de cet appareil mieux que beaucoup d'adultes. » Sophie hésitait, déchirée entre l'absurdité de la situation et l'urgence qui ne laissait pas place aux conventions. Une nouvelle secousse, suivie d'une brusque inclinaison de l'avion, précipita sa décision. « Venez avec moi, » dit-elle à Céline. « Vite !» Mathilde agrippa le bras de sa fille. « Non, c'est trop dangereux. »« Maman, » répondit Céline avec un calme étonnant. « C'est peut-être la seule chance que nous avons. Je dois y aller. » Le regard de Céline, empreint d'une détermination tranquille, fit céder Mathilde. Elle relâcha son étreinte, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Que Dieu te protège, ma fille. » Sophie conduisit Céline à travers la cabine en proie à la panique. Ils atteignirent rapidement le cockpit, dont la porte était exceptionnellement ouverte en raison de l'urgence. À l'intérieur, le spectacle était chaotique, voyant d'alertes clignotant de toutes parts, alarmes stridentes, et les deux pilotes luttant physiquement avec les commandes. Le capitaine Mercier tourna brièvement la tête, s'attendant à voir un adulte avec de l'expérience en aviation. Son visage passa de la surprise à l'incrédulité puis à la colère lorsqu'il aperçut Céline. « C'est une plaisanterie ? Qu'est-ce qu'une enfant fait dans mon cockpit en pleine situation d'urgence ?»« Monsieur, » répondit calmement Sophie, « cette jeune fille a apparemment des connaissances approfondies sur cet appareil. Elle avait repéré le problème du panneau moteur avant même le décollage. » Le lieutenant Bernard, aux prises avec les commandes, intervint. « Laurent, on n'a plus beaucoup d'options.
Le système hydraulique principal est quasi inopérable. Le secours ne répond que partiellement. Et on vient de perdre l'alimentation du panneau électrique secondaire. Le capitaine Mercier évalua rapidement la situation. Ils étaient dans une position désespérée, et toute aide, même improbable, était la bienvenue. « Très bien », céda-t-il. « Petite, qu'est-ce que tu sais sur cet avion ?» Céline s'approcha du tableau de bord, analysant rapidement la situation. Ses yeux scannaient les instruments avec une précision méthodique, son cerveau traitant les informations à une vitesse remarquable. A320-214, moteur CFM 56 5B4P. Le panneau d'accès du moteur gauche s'est détaché en vol et a été ingéré par le réacteur, causant une explosion et des dommages collatéraux. Le système hydraulique vert semble avoir été touché par des débris et vous compensez manuellement avec les systèmes jaunes et bleus, mais ils sont également compromis. Les deux pilotes échangèrent un regard stupéfait. Cet enfant parlait comme un ingénieur d'Airbus. « Comment sais-tu tout ça ?» demanda le lieutenant Bernard. « J'ai étudié les manuels techniques de l'A320 et j'ai passé des centaines d'heures sur des simulateurs en ligne. » « Quels simulateurs ?» s'enquit le capitaine, toujours méfiant mais de plus en plus intrigué. « X-Plane, principalement, avec les modules réalistes d'A320. J'ai aussi lu tous les rapports d'incidents impliquant des problèmes hydrauliques sur cette série d'appareils. » Une nouvelle alarme retentit, accompagnée d'une voix synthétique répétant « Terrain, terrain, pull up ». L'avion perdait trop d'altitude. « On n'atteindra jamais Limoges », constata grimement le capitaine Mercier. Thomas demande au contrôle aérien les options les plus proches. Céline intervint. Il y a un aéroport privé à environ 50 km au sud-est de notre position actuelle. La piste est suffisamment longue pour un A320, mais elle est étroite. Les pilotes la regardèrent avec étonnement. « Comment peux-tu savoir ça ?»« J'étudie toutes les infrastructures aéroportuaires de la région. C'est l'aérodrome de Brive-Souillac. Il appartient à un groupe industriel qui l'utilise pour ses jets privés. » Le lieutenant Bernard consulta rapidement sa tablette de navigation. « Elle a raison, Laurent. L'aérodrome est là, exactement où elle l'indique. » Le capitaine Mercier prit sa décision. Thomas contacte le contrôle et demande une autorisation d'urgence pour Brive-Souillac. Pendant que le copilote établissait la communication, Mercier se tourna vers Céline. « Quel est ton nom, petite ?»« Céline Dubois, monsieur. »« Eh bien, Céline Dubois, il semble que tu sois notre ange gardien aujourd'hui. Mais je dois te prévenir. La situation est critique. Les commandes répondent de moins en moins, et nous perdons du carburant. Même cet aérodrome pourrait être hors de portée si les systèmes continuent à se dégrader. » Céline observa attentivement les instruments, puis les mains des pilotes sur les commandes. Une idée commençait à se former dans son esprit. « Capitaine, est-ce que vous avez essayé de réinitialiser le calculateur de commande de vol principal ?» Mercier hocha la tête. 3 fois, sans effet. « Et le circuit hydraulique auxiliaire, celui qui est indépendant des 3 principaux ?» Le lieutenant Bernard tourna brusquement la tête vers elle. « Quel circuit auxiliaire ?» Sur les A320 produits après 2003, Airbus a intégré un circuit hydraulique d'urgence expérimental, accessible uniquement en cas de défaillance multiple. Il n'est pas documenté dans les manuels standards, car il était encore en phase de test et n'a été pleinement certifié qu'en 2008. Les deux pilotes la regardèrent, bouche bée. « Comment diable peux-tu savoir ça ?» demanda Mercier. « Mon père était technicien chez Airbus. Il travaillait sur ce système avant ça, avant qu'il ne parte. Il m'en parlait souvent. » Mercier et Bernard échangèrent un regard. C'était leur dernière chance. « D'accord, Céline, » dit le capitaine. « Dis-nous comment accéder à ce système. » Céline prit une profonde inspiration. Le moment était venu de mettre en pratique toutes ces heures passées à étudier, tous ces schémas mémorisés, toutes ces procédures répétées mentalement des centaines de fois. Il faut d'abord désactiver complètement les systèmes hydrauliques principaux pour éviter les interférences, expliqua-t-elle en pointant une série de disjoncteurs sur le panneau plafond. Ensuite, entrez le code d'accès maintenance dans les cams. « Quel code ?» demanda le lieutenant Bernard, les mains crispées sur le manche qui vibrait violemment. « HIDROOS 2733, récita Céline de mémoire. Le capitaine Mercier hésita une fraction de seconde avant d'exécuter la procédure. Il savait que désactiver complètement les systèmes hydrauliques principaux, même défaillants, était une manœuvre risquée qui allait temporairement les priver de tout contrôle. Mais il n'avait plus le choix. « Prêt, Thomas ?» Le copilote acquiesça, le visage tendu par la concentration. « Désactivation des systèmes hydrauliques dans 3, 2, 1... » Mercier bascula les disjoncteurs. Immédiatement, l'avion devint presque incontrôlable.
plongeant du nez et inclinant dangereusement sur la gauche. Les deux pilotes luttèrent physiquement avec les commandes inertes. Céline, s'agrippant à un siège pour ne pas être projetée, poursuivit ses instructions d'une voix ferme malgré la peur qui lui nouait l'estomac. « Entrez le code maintenant. »« Vite !» Bernard tapa rapidement la séquence sur le clavier de l'ECAM. Pendant d'interminables secondes, rien ne se produisit. Puis, miracle, un menu jusque-là invisible apparut sur l'écran. « Système hydraulique auxiliaire détecté. Activation ?»« Oui !» s'écrièrent les trois occupants du cockpit à l'unisson. Bernard valida l'option, et presque instantanément un léger bourdonnement se fit entendre sous le plancher. Les commandes, jusqu'alors inertes, commencèrent à répondre à nouveau, faiblement d'abord, puis avec plus de fermeté. « Ça fonctionne !» s'exclama Mercier, sentant l'avion redevenir partiellement contrôlable. « Comment savais-tu ça, petite ?» Céline esquissa un sourire tendu. « Mon père disait toujours qu'Airbus avait une solution de secours pour chaque problème, mais que parfois, il fallait savoir où chercher. L'avion restait difficile à manœuvrer, mais au moins, il n'était plus en chute libre. Le capitaine Mercier put stabiliser partiellement leur trajectoire et commencer une descente contrôlée vers l'aérodrome de Brive-Souillac. « Centre de contrôle confirme notre autorisation d'urgence pour Brive-Souillac », annonça Bernard. Ils évacuent la piste et ont alerté les services de secours. « Combien de temps avant d'être à portée ?» demanda Mercier. Bernard consulta les instruments. 7 minutes dans l'état actuel. Mais on perd toujours du carburant et l'intégrité structurelle de l'aile gauche est compromise. « Je ne suis pas sûr que... On y arrivera », l'interrompit fermement Céline. « Mais il faut réduire notre vitesse et modifier légèrement notre angle d'approche pour minimiser la contrainte sur l'aile endommagée. » Les pilotes la regardèrent à nouveau avec stupéfaction. « Tu as raison », admit Mercier après avoir vérifié les indicateurs de stress structurel. « Thomasin, réduit à 220 nœuds et modifie notre cap de 5 degrés vers l'est. » Pendant ce temps, dans la cabine principale, la situation était chaotique. Les turbulences avaient redoublé d'intensité, projetant bagages et objets non sécurisés à travers l'espace. Les hôtesses et stewards faisèrent de leur mieux pour rassurer les passagers et prodiguer les premiers soins aux blessés légers. Au siège 18B, Mathilde Dubois priait en silence, serrant contre elle la petite Bible que Céline avait laissée. Henri Valmont, assis à côté d'elle, avait abandonné sa façade hautaine. Son visage pâle et sa main tremblante trahissaient sa peur. « Votre fille ?» dit-il soudain à Mathilde. « Elle est extraordinaire. » Mathilde hocha simplement la tête, incapable de parler tant l'angoisse lui serrait la gorge. « Je l'ai traitée comme une ignorante, » poursuivit Henri, semblant parler autant pour lui-même que pour Mathilde, comme si son statut social définissait son intelligence. « J'ai eu tort. » Une violente secousse interrompit leur conversation. L'avion semblait être pris dans une tempête, bien que le ciel fût parfaitement dégagé quelques minutes plus tôt. « Mesdames et messieurs », résonna la voix tendue du chef de cabine dans les haut-parleurs, « nous approchons de notre site d'atterrissage d'urgence. Veuillez adopter la position de sécurité comme démontrée par l'équipage. Penchez-vous vers l'avant, croisez vos bras sur le siège devant vous et posez votre tête sur vos bras. » Dans le cockpit, la situation se compliquait à nouveau. Une alarme stridente venait de se déclencher, signalant un problème avec le train d'atterrissage. « Le système d'extension du train ne répond pas », constata Bernard avec gravité. « Ni le principal, ni le secondaire. » Mercier jura entre ses dents. « On va devoir faire un atterrissage sur le ventre. » Céline, qui observait silencieusement les instruments depuis l'activation du système hydraulique auxiliaire, intervint de nouveau. « Pas nécessairement. Il existe une procédure d'extension manuelle du train d'atterrissage, indépendante des systèmes hydrauliques. Je connais la procédure standard, » répliqua Mercier, « mais elle nécessite quand même un minimum de pression hydraulique pour déverrouiller les trappes. »« Pas celle-là, » insista Céline. « C'est une procédure d'urgence absolue. Elle utilise des charges pyrotechniques pour faire sauter les verrous mécaniques et déployer le train par gravité. » Bernard se tourna vers elle, incrédule. « Des charges pyrotechniques sur un avion civil ? C'est un système hérité des applications militaires, » expliqua Céline. « Il a été intégré sur certains A320 comme option de dernier recours, mais il n'est pas censé être utilisé sauf en cas d'urgence extrême, car il endommage partiellement les mécanismes de verrouillage. » Mercier et Bernard échangèrent un regard. Ils n'avaient jamais entendu parler d'un tel système, mais à ce stade, ils étaient prêts à tout essayer. « Comment l'active-t-on » demanda Mercier. « Il y a un panneau d'accès sous le plancher du cockpit, juste derrière les sièges pilotes. Il faut soulever la trappe marquée IGR
et tirer simultanément les 3 leviers rouges. Bernard se détacha rapidement et se mit à genoux pour localiser la trappe mentionnée par Céline. Après quelques instants de recherche, il la trouva, dissimulée sous un revêtement qui semblait faire partie intégrante du plancher. « Elle est là !» s'exclama-t-il. « Mais comment l'ouvrir ?»« Il faut utiliser la clé de maintenance d'urgence, » répondit Céline. « Elle doit se trouver dans le compartiment verrouillé sous le siège du commandant. » Mercier, tout en maintenant l'avion stable, fouilla d'une main sous son siège et en sortit une petite mallette métallique. Il l'ouvrit d'un geste brusque, révélant un ensemble d'outils et de clés de diverses formes. « Celle qui ressemble à un T avec une extrémité hexagonale, » indiqua Céline. Bernard saisit la clé désignée et s'en servit pour déverrouiller la trappe. Un compartiment s'ouvrit, révélant 3 leviers rouges vifs disposés en triangle. « Maintenant, » poursuivit Céline, « il faut les tirer tous les 3 en même temps. Mais attention, ça va provoquer une détonation assez forte et une secousse importante quand les charges se déclencheront. » Bernard hésita, regardant Mercier pour obtenir son approbation finale. « Fais-le » ordonna le commandant. Bernard saisit les 3 leviers et, après une profonde inspiration, les tira d'un coup sec. Une série de détonations sourdes retentit sous leurs pieds, suivie d'une violente secousse qui ébranla tout l'appareil. Des cris de panique s'élevèrent de la cabine. « Train sorti et verrouillé », confirma Mercier, en vérifiant les indicateurs lumineux du tableau de bord qui étaient miraculeusement passés au vert. Céline poussa un soupir de soulagement, mais son répit fut de courte durée. Une nouvelle alarme se déclencha, plus stridente encore que les précédentes. « Feu moteur droit !» s'exclama Bernard. « Le second moteur vient de s'enflammer. » La situation venait de passer de critique à désespérée. Sans moteur fonctionnel, l'A320 n'était plus qu'un énorme planeur, avec une finesse certes respectable, mais qui ne leur laissait qu'une marge de manœuvre très limitée. « Extinction moteur droit !» annonça Mercier en actionnant le système d'extinction d'incendie. Le feu s'éteignit, mais le mal était fait. Il n'avait plus aucune propulsion. « Distance à Brive-Souillac » demanda-t-il à son copilote. « 15 kilomètres, répondit Bernard, le visage blême. « Avec notre taux de descente actuel et sans moteur, nous n'y arriverons pas. » Mercier serra les dents. « Options alternatives » Bernard consulta frénétiquement sa tablette. Rien, que des zones forestières ou montagneuses, ou des villages. Aucun endroit propice à un atterrissage d'urgence. Le silence s'abattit sur le cockpit, lourd de l'implication terrible de ces mots. Il n'avait nulle part où atterrir en sécurité. Céline, qui s'était tue pendant ces derniers échanges, s'avança soudain entre les 2 pilotes et pointa du doigt le pare-brise. « Là !» s'exclama-t-elle. « Le lac de la Forêt. » À environ 8 kilomètres devant eux, un plan d'eau miroitait sous le soleil de l'après-midi. D'une forme allongée, il s'étendait sur près de 2 kilomètres de long et plusieurs centaines de mètres de large. « C'est trop risqué », objecta Mercier. « Un amérissage n'est pas une manœuvre anodine, surtout avec un appareil endommagé. »« C'est notre seule chance », insista Céline. « Et juste après le lac, il y a une clairière forestière. Si on utilise l'effet de sol au-dessus de l'eau, on pourrait peut-être atteindre cette clairière. » « L'effet de sol ?» répéta Bernard, intrigué malgré la gravité de la situation. « C'est un phénomène aérodynamique qui crée une portance supplémentaire quand un avion vole très près d'une surface, particulièrement l'eau, » expliqua rapidement Céline. « Ça pourrait nous donner l'extension de planée nécessaire pour atteindre un site d'atterrissage plus favorable. » Mercier évalua mentalement la proposition. C'était risqué, très risqué même, mais pas plus que de tenter d'atterrir dans une zone forestière ou montagneuse. « D'accord, décida-t-il, on tente le coup. Thomas prévient le contrôle et l'équipage. Qu'il prépare les passagers pour un atterrissage d'urgence. » Pendant que Bernard transmettait les nouvelles instructions, Mercier manœuvra l'avion pour l'aligner avec l'axe longitudinal du lac. Sans moteur, chaque degré de descente était précieux, chaque mètre d'altitude une ressource qu'il fallait gérer avec une précision absolue. « Céline, » dit-il sans quitter des yeux l'horizon, « je vais avoir besoin de ton aide pour calculer notre trajectoire optimale. À quelle altitude dois-je entamer l'effet de sol pour maximiser notre portance ?» Sans hésiter, Céline se lança dans une série de calculs mentaux rapides, prenant en compte la masse de l'appareil, sa vitesse actuelle, la distance restante et les conditions atmosphériques. Idéalement, il faudrait stabiliser à environ 5 mètres au-dessus de la surface de l'eau, répondit-elle, mais pas moins de 3 mètres pour éviter tout risque de contact prématuré. Bernard la regarda avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. Cet enfant parlait comme un ingénieur de vol chevronné. Dans la cabine principale,
Le chef de cabine terminait de briefer les passagers sur les procédures d'évacuation d'urgence. L'angoisse était palpable, mais un calme relatif s'était instauré, né de la résignation et de l'espoir ténu que représentait la présence d'une solution, aussi périlleuse soit-elle. Au siège 18B, Mathilde Dubois serrait toujours la Bible de sa fille contre son cœur, les yeux fermés, les lèvres murmurant des prières silencieuses. À côté d'elle, Henri Valmont avait abandonné toute prétention. Pour la première fois depuis des années, peut-être même depuis son enfance, il pria lui aussi. « S'il vous plaît, murmura-t-il, sauvez cet enfant. Sauvez-nous tous !» Dans le cockpit, l'approche finale avait commencé. Le lac se rapprochait rapidement, sa surface bleue scintillant sous le soleil de l'après-midi comme un miroir géant. 500 mètres d'altitude, annonça Bernard. Vitesse 260 km/h, taux de descente 8 mètres par seconde. Trop rapide, intervint Céline. Il faut réduire le taux de descente à 5 mètres par seconde maximum pour l'approche finale. Mercier ajusta légèrement l'assiette de l'appareil, utilisant les dernières ressources du système hydraulique auxiliaire. L'avion répondit, mais avec une lenteur inquiétante. Les commandes devenaient de plus en plus lourdes à mesure que la pression hydraulique diminuait. 300 mètres, poursuivit Bernard. Taux de descente 6 mètres par seconde. Encore trop rapide, insista Céline, et nous sommes légèrement déportés sur la gauche par rapport à l'axe du lac. Mercier corrigea à nouveau, luttant physiquement avec le manche qui semblait se raidir de seconde en seconde. 200 mètres. Le lac commence dans 1 kilomètre. La 320 filait vers sa destination improvisée. Planeur géant guidé par la main experte d'un pilote chevronné et les calculs précis d'une enfant prodige. Le silence dans le cockpit n'était rompu que par les annonces régulières de Bernard et le halètement de Mercier qui s'efforçait de maintenir l'appareil sur sa trajectoire optimale. 100 mètres. 500 mètres avant le lac. Préparez-vous à l'effet de sol, annonça Céline. Il faudra ajuster l'assiette dès que nous serons au-dessus de l'eau pour maximiser la portance. Le lac apparut soudain devant eux, vaste étendue bleue qui représentait à la fois leur salut et un nouveau défi. L'avion, désormais à 50 mètres d'altitude, s'en approchait à une vitesse vertigineuse. « Cabine, position d'impact !» ordonna Mercier dans l'interphone. L'A320 survola la berge du lac, perdant rapidement de l'altitude. 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres. 5 mètres, annonça Bernard, la voix tendue par l'effort de rester calme. Vitesse 240 km/h, parfaitement stable. L'A320 planait maintenant juste au-dessus de la surface miroitante du lac, créant une légère ondulation sur l'eau. L'effet de sol fonctionnait exactement comme Céline l'avait prédit, générant une portance supplémentaire qui ralentissait considérablement leur descente. « Ça marche !» s'exclama Mercier, sentant l'avion se stabiliser comme par magie à quelques mètres au-dessus de l'eau. Maintenant, il faut maintenir cette altitude jusqu'à l'autre rive. Céline observait intensément les instruments, calculant mentalement leur trajectoire. Avec notre vitesse actuelle et la portance générée par l'effet de sol, nous pouvons gagner environ 1,5 km de distance. La clairière est à 1,8 km après la fin du lac. On n'y arrivera pas, conclut Bernard en consultant sa tablette. Il nous manque 300 mètres. Si, contredit Céline avec une assurance surprenante, mais il faut réduire notre masse. Il faut larguer le carburant restant. Mercier secoua la tête. Impossible. Le système de largage est inopérant sans pression hydraulique primaire. Céline réfléchit à toute vitesse. Et le carburant qui fuit de l'aile gauche, pouvons-nous accélérer cette fuite de manière contrôlée? Les deux pilotes la regardèrent, stupéfaits par l'audace de cette proposition. C'est extrêmement risqué, objecta Bernard. On pourrait provoquer un incendie. Pas nécessairement, intervint Mercier, son esprit analysant rapidement les possibilités. Le réservoir gauche est déjà presque vide à cause de la fuite. Si on incline légèrement l'avion sur la gauche, on pourrait accélérer l'écoulement du carburant sans créer d'étincelles. Bernard hésita, pesant mentalement les risques. Ça pourrait fonctionner. Mais ça va déséquilibrer notre assiette et compromettre l'effet de sol. On compensera en ajustant constamment, décida Mercier. Céline, tu surveilleras notre altitude. Si on descend en dessous de 3 mètres, tu nous alertes immédiatement. La petite fille hocha la tête, consciente de l'immense responsabilité qui pesait sur ses épaules. Des vies dépendaient de sa vigilance et de sa précision. Mercier inclina délicatement l'appareil sur la gauche. Immédiatement, une traînée de kérosène commença à s'échapper de la brèche dans l'aile, formant un sillage irisé à la surface du lac. « Ça fonctionne !» constata Bernard en surveillant les jauges de carburant. Le réservoir gauche se vide rapidement.
L'avion continuait sa course au-dessus du lac, maintenant une altitude stable grâce à l'effet de sol. Mais une nouvelle complication surgit. Des rafales de vent latérales commençaient à balayer la surface de l'eau, créant des turbulences qui secouaient violemment l'appareil. « D'où viennent ces vents ?» s'étonna Bernard. Les prévisions météo n'annonçaient rien de tel. Céline, qui scrutait l'horizon, pointa du doigt un phénomène inquiétant. À l'ouest, le ciel s'assombrissait rapidement, des nuages noirs s'amoncelant avec une vitesse alarmante. « Un orage se forme », constata-t-elle. C'est un phénomène microclimatique fréquent dans cette région à cause de la confluence entre l'air chaud de la vallée et l'air froid des montagnes environnantes. Comme pour confirmer son analyse, un éclair zébra le ciel au loin, suivi quelques secondes plus tard par le grondement sourd du tonnerre. « L'orage se rapproche rapidement », poursuivit Céline, « et il semble se diriger droit sur nous. » Mercier jura entre ses dents. Un orage était la dernière chose dont ils avaient besoin dans leur situation précaire. Les éclairs, les rafales, les turbulences, autant de dangers mortels pour un avion sans propulsion, tentant désespérément de maintenir son altitude. « Combien de temps avant qu'il ne nous atteigne ?» demanda-t-il. Céline évalua rapidement la vitesse de progression des nuages. 3 minutes, peut-être 4, mais les vents avant-coureurs nous affectent déjà. Comme pour illustrer ses propos, une violente rafale frappa l'appareil par la droite, le déportant dangereusement vers le bord du lac. Mercier lutta avec les commandes pour le ramener sur sa trajectoire, mais l'A320 répondait de plus en plus lentement. « La pression hydraulique auxiliaire est presque épuisée », annonça Bernard, son visage trahissant son inquiétude. « Encore quelques minutes, et nous n'aurons plus aucun contrôle sur les gouvernes. » Dans la cabine principale, les passagers subissaient les violentes secousses avec un mélange de terreur et de résignation. Les instructions du personnel de bord semblaient désormais lointaines, irréelles face à la certitude grandissante que leur destin se jouait à quelques mètres au-dessus de l'eau. Mathilde Dubois, toujours agrippée à la Bible de sa fille, priait sans relâche. À côté d'elle, Henri Valmont gardait les yeux fermement clos, comme si ne pas voir le désastre imminent pouvait le faire disparaître. Une secousse particulièrement violente projeta plusieurs passagers contre leur ceinture de sécurité, arrachant des cris de douleur et de panique. Le chef de cabine, Philippe Moreau, tentait désespérément de maintenir le calme. « Restez en position, gardez vos ceintures attachées. Nous traversons une zone de turbulence, mais la situation est sous contrôle. » Ce dernier mensonge, bien intentionné, semblait cruellement ironique face à la réalité dans le cockpit. « Fin du lac dans 30 secondes, » annonça Bernard. L'autre rive se rapprochait rapidement, avec au-delà une zone boisée puis la fameuse clairière qu'avait repérée Céline. Mais avec les vents de plus en plus violents et la pression hydraulique déclinante, leurs chances d'atteindre cet objectif s'amenuisaient de seconde en seconde. « On va devoir amérir », décida Mercier, évaluant rapidement leurs options. « Nous n'aurons pas assez de contrôle pour atteindre la clairière dans ces conditions. »« Non », intervint vivement Céline. « Un amérissage avec notre configuration actuelle serait catastrophique. L'aile gauche est trop fragilisée, elle se briserait à l'impact et l'avion se retournerait. » Un silence tendu s'installa dans le cockpit. Elle avait raison, et ils le savaient tous les trois. « Quelle est ton alternative ?» demanda finalement Mercier, reconnaissant tacitement l'expertise de cet extraordinaire enfant. Céline pointa du doigt une zone précise sur la tablette de navigation. « Ici, il y a une plage étroite juste après la fin du lac, avant la zone boisée. Elle n'est pas très longue, mais avec notre vitesse actuelle et en utilisant le reste de pression hydraulique pour un freinage maximal, nous pourrions nous y poser. » Bernard zooma sur la zone indiquée. Effectivement, une mince bande de sable s'étendait sur environ 400 mètres, coincée entre le lac et la forêt. « C'est trop court, objecta-t-il. Même avec un freinage optimal, on aurait besoin d'au moins 600 mètres. »« Pas nécessairement, » contra Céline. « Si on utilise la technique du ground loop, »« Du quoi ?» s'étonna Bernard. « C'est une manœuvre utilisée par les avions de chasse en cas d'atterrissage d'urgence sur piste courte, » expliqua-t-elle rapidement. « On fait pivoter délibérément l'avion sur lui-même une fois au sol pour dissiper l'énergie cinétique. Mercier connaissait cette technique, mais la mettre en œuvre avec un avion de ligne semblait suicidaire. C'est extrêmement dangereux. L'appareil pourrait se briser ou pire. C'est notre seule chance, insista Céline, son regard passant frénétiquement de l'horizon aux instruments. L'orage arrive, nous perdons le contrôle hydraulique, et nous n'avons pas assez de portance pour atteindre la clairière. » Une nouvelle rafale, plus violente encore que les précédentes, secoua l'avion comme un fétu de paille. Un éclair frappa à moins d'1 kilomètre.
illuminant brièvement le cockpit d'une lueur blafarde. « Fin du lac dans 10 secondes !» cria Bernard par-dessus le vacarme du tonnerre. Mercier prit sa décision. « On tente la plage avec le ground loop. Préparez-vous à l'impact. » L'A320 survola les derniers mètres du lac, l'effet de sol s'amenuisant à mesure qu'ils approchèrent de la rive. Mercier utilisait les dernières ressources hydrauliques pour maintenir l'assiette optimale, luttant contre les rafales qui menaçaient de les précipiter au sol à chaque instant. 3, 2, 1. L'avion franchit la berge, perdant instantanément le bénéfice de l'effet de sol. Le train d'atterrissage toucha brutalement le sable, dans un grincement métallique assourdissant. L'impact fut si violent que plusieurs masques à oxygène se détachèrent du plafond de la cabine, se balançant comme des pendules macabres au-dessus des passagers terrifiés. Mercier engagea immédiatement les freins, sentant le sable mou ralentir considérablement leur course. Mais ce n'était pas suffisant. La forêt se rapprochait à une vitesse alarmante, murs d'arbres menaçants qui n'offriraient aucune chance de survie en cas de collision. « Maintenant !» hurla-t-il, actionnant brutalement le palonnier droit tout en tirant le manche vers lui. L'avion commença à pivoter sur lui-même, sa queue balayant un large arc de cercle dans le sable. La force centrifuge plaqua tous les occupants contre leur siège avec une violence inouïe. Des bagages s'arrachèrent des compartiments, des morceaux de garniture intérieure se détachèrent des parois. Dans la cabine, les cris de terreur se mêlaient aux hurlements des structures métalliques soumises à des contraintes pour lesquelles elles n'avaient jamais été conçues. Mathilde, projetée contre sa ceinture, sentit son souffle coupé par l'impact. Henri, à côté d'elle, avait le visage déformé par la force G, comme dans un film au ralenti. Le ground loop continuait, l'avion pivotant maintenant à presque 90 degrés par rapport à sa trajectoire initiale. Sa vitesse diminuait rapidement, mais la lisière de la forêt n'était plus qu'à une 50aine de mètres. « Ça ne suffira pas !» cria Bernard, voyant leur élan les porter inexorablement vers les arbres. C'est alors qu'une idée désespérée germa dans l'esprit de Céline. Le moteur droit, il est éteint mais pas détruit. Si on réactive la dérivation électrique du système d'allumage, on pourrait obtenir une poussée inverse momentanée. « Comment ?» demanda Mercier, ne quittant pas des yeux la forêt qui se rapprochait. « Panel 16, disjoncteur rouge, puis interrupteur d'urgence sous le capot. » Bernard s'exécuta immédiatement, basculant frénétiquement les commandes indiquées par Céline. Pendant un instant interminable, rien ne se produisit. Puis, miracle, le moteur droit s'éveilla dans un rugissement assourdissant, crachant des flammes par l'arrière alors que la poussée inverse s'engageait. La décélération fut si brutale que tous les occupants du cockpit furent projetés en avant, retenus seulement par leurs harnais de sécurité. L'avion ralentit drastiquement, son nez pivotant maintenant à presque 180 degrés par rapport à sa direction initiale. Ils s'immobilisèrent finalement à moins de 10 mètres de la lisière de la forêt, l'A320 positionné perpendiculairement à sa trajectoire d'atterrissage, son fuselage tordu par les forces extrêmes auxquelles il avait été soumis, mais intact. Un silence irréel s'abattit sur le cockpit. Mercier, Bernard et Céline se regardèrent, hébétés, peinant à croire qu'ils étaient toujours en vie. « On a réussi !» murmura Bernard, sa voix à peine audible par-dessus les craquements de la structure de l'avion qui se refroidissait. Mercier hocha lentement la tête, puis se tourna vers Céline. Son regard exprimait une admiration sans borne. « Toi, petite, tu viens de sauver 80 vies. » Céline allait répondre lorsqu'une alarme stridente se déclencha sur le tableau de bord. Un voyant rouge clignotait frénétiquement. « Évacuation immédiate. »« Feu dans la soute !» s'exclama Bernard en consultant les capteurs. « Le système électrique a dû être endommagé lors de l'atterrissage. » Mercier saisit immédiatement le micro de l'interphone. « Équipage, évacuation d'urgence. Je répète, évacuation d'urgence immédiate. Procédure standard. Toutes les issues. » Dans la cabine, le personnel de bord réagit avec un professionnalisme remarquable, malgré la situation chaotique. Les portes furent ouvertes. Les toboggans d'évacuation se déployèrent automatiquement et les passagers commencèrent à être guidés vers les sorties. « Viens !» cria Mercier à Céline, la tirant par le bras. « On doit sortir d'ici. » Ils quittèrent précipitamment le cockpit, rejoignant le flot de passagers qui se dirigeaient vers les issues. La cabine était remplie d'une fumée âcre qui rendait la respiration difficile. Des flammes léchaient déjà le plancher à certains endroits, alimentés par des matériaux synthétiques et des câbles électriques exposés. « Maman !» cria Céline, cherchant désespérément Mathilde dans la foule paniquée.
Une main agrippa soudain son épaule. C'était Henri Valmont, le visage couvert de suie, une entaille fraîche saignant sur sa joue. « Ta mère est déjà dehors », lui dit-il, la guidant fermement vers la sortie la plus proche. « Je l'ai aidé à évacuer. Maintenant, c'est ton tour. » Ils atteignirent la porte avant gauche, où une hôtesse dirigeait l'évacuation avec des gestes précis et des instructions claires. Dehors, la pluie avait commencé à tomber, l'orage ayant finalement rattrapé l'avion échoué. « Saute !» ordonna Henri à Céline, la poussant doucement vers le toboggan. La petite fille hésita, scrutant l'intérieur de la cabine. « Il reste encore des gens à l'intérieur. »« L'équipage s'en occupe, » la rassura Henri. « Ils sont formés pour ça. »« Saute maintenant !» Céline s'apprêtait à obéir lorsqu'un cri d'alarme retentit à l'arrière de l'appareil. Sophie Lefebvre, la chef de cabine adjointe, semblait en difficulté. « Une passagère est coincée !» cria-t-elle. « Son siège s'est déformé sous l'impact. Je n'arrive pas à la libérer. » Sans réfléchir, Céline se précipita vers l'arrière de l'avion, ignorant les appels d'Henri. La fumée s'épaississait, rendant chaque respiration douloureuse. Elle atteignit finalement la rangée 32, où Sophie luttait pour dégager une femme âgée dont la jambe était prise dans une structure métallique tordue. Le mécanisme d'inclinaison du siège s'est retourné, constata rapidement Céline. Il faut le désengager à la base. Elle se glissa sous le siège, ignorant la chaleur grandissante et la fumée suffocante. Ses petites mains trouvèrent le mécanisme de verrouillage et, avec une force née du désespoir, elle parvint à le désengager. Le siège se relâcha d'un coup, libérant la jambe de la passagère. « Vite !» cria Sophie, soutenant la femme âgée. « L'avion peut s'embraser à tout moment. » Elles se dirigèrent vers la sortie arrière, Céline ouvrant la voie à travers la fumée de plus en plus dense. À l'extérieur, la tempête faisait rage, la pluie tombant en trombe, et les éclairs illuminant le ciel d'un bout à l'autre de l'horizon. Alors qu'elles atteignaient enfin la porte, un craquement sinistre retentit au-dessus de leur tête. Un morceau du plafond de la cabine venait de céder, s'effondrant directement sur leur chemin. Dans un réflexe fulgurant, Sophie poussa la passagère âgée vers l'avant, la protégeant de son corps. Le morceau de plafond s'écrasa à quelques centimètres d'elle, soulevant un nuage de poussière et de débris. Céline, qui ouvrait la marche, se retourna brusquement. « Par ici !» cria-t-elle, indiquant un passage étroit entre les débris et la paroi de l'avion. « Vite !» Sophie aida la passagère à se frayer un chemin, mais alors qu'elles atteignaient presque la porte, une nouvelle détonation retentit. Cette fois-ci, en provenance de la soute. L'avion entier trembla sous l'impact, et une vague de chaleur intense balaya le couloir. « Le réservoir hydraulique auxiliaire vient d'exploser », comprit immédiatement Céline. « Nous avons moins d'une minute avant que le feu n'atteigne les réservoirs de carburant restants. » Elles parvinrent finalement à la porte arrière. Le toboggan d'évacuation était déployé, mais ballotté violemment par les rafales de vent et la pluie torrentielle. Descendre par cette issue était devenu extrêmement périlleux. « On ne peut pas l'utiliser », s'écria Sophie. « C'est trop dangereux. » Céline évalua rapidement la situation. « La hauteur n'est pas si importante à l'arrière, et le sable amortira notre chute. On peut sauter directement. » Sans attendre de réponse, elle se pencha par la porte, estimant la distance. Environ 3 mètres la séparèrent du sol sablonneux. Elle se tourna vers Sophie et la passagère âgée. « Je vais sauter en premier. Ensuite, vous aiderez madame à descendre, et je l'aiderai à atterrir en douceur. » Avant que Sophie puisse protester, Céline se jeta dans le vide. Elle atterrit sur le sable mouillé en pliant les genoux pour absorber le choc, puis se releva immédiatement, ignorant la douleur qui irradiait dans ses chevilles. « Maintenant !» cria-t-elle à Sophie. « Aidez-la à s'asseoir sur le bord, jambes pendantes. » L'hôtesse s'exécuta, soutenant la passagère âgée qui, malgré sa terreur évidente, se laissa guider jusqu'au seuil de la porte. « Laissez-vous glisser », l'encouragea Céline depuis le sol. « Je vais vous rattraper. » La vieille dame hésita un instant, puis, fermant les yeux, se laissa tomber. Céline, malgré sa petite taille, parvint à amortir sa chute, les deux roulant dans le sable sous l'impact. Sophie sauta à son tour, rejoignant les deux rescapés. Ensemble, elles s'éloignèrent rapidement de l'avion en feu, rejoignant le groupe de survivants qui s'étaient rassemblés à une distance sécuritaire. La scène qui s'offrait à leurs yeux était apocalyptique. L'A320, autrefois majestueux, gisait tordu sur la plage, des flammes s'échappant de plusieurs ouvertures dans le fuselage. La pluie battante et les éclairs incessants accentuaient le caractère dramatique du tableau, transformant ce coin paisible du Limousin en un décor de fin du monde. Mathilde Dubois,
trempée et couverte de boue, se précipita vers sa fille dès qu'elle l'aperçut. « Céline !» cria-t-elle, l'enveloppant dans une étreinte désespérée. « Mon Dieu, j'ai cru t'avoir perdu !» Céline se blottit contre sa mère, laissant enfin les larmes couler. Toute la tension accumulée, toute la peur réprimée pendant ces heures terrifiantes se libérait dans ses sanglots. « J'ai eu si peur, maman !» murmura-t-elle entre deux hoquets. « Si peur de ne plus jamais te revoir. » Henri Valmont les observait à distance, son costume de Grand Prix réduit à l'état de haillon boueux. Son visage, d'ordinaire impassible et arrogant, reflétait maintenant une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies, l'humilité. Il s'approcha lentement des Dubois, hésitant, comme s'il craignait d'interrompre ce moment sacré entre une mère et sa fille. « Madame Dubois, » dit-il finalement, sa voix dépourvue de toute trace de condescendance, « votre fille est l'être le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré. » Mathilde leva les yeux vers lui, surprise par ce changement de ton. Elle se rappelait parfaitement le mépris avec lequel il les avait traités au début du vol. « Elle a sauvé ma vie, » poursuivit Henri. « Elle nous a tous sauvés. » À ce moment, les sirènes des véhicules de secours retentirent au loin. Les services d'urgence avaient mis du temps à localiser le site du crash en raison de son isolement et des conditions météorologiques exécrables. Le capitaine Mercier, qui coordonnait le regroupement des passagers, s'approcha de Céline. Son uniforme était déchiré et brûlé par endroits, mais son port restait digne, empreint de cette autorité naturelle qui caractérise les commandants de bord. « Mademoiselle Dubois », dit-il formellement, avant de s'accroupir pour se mettre à son niveau. « Céline, je tenais à te remercier personnellement. En 23 ans de carrière, je n'ai jamais vu quelqu'un faire preuve d'un tel sang-froid et d'une telle expertise dans une situation d'urgence. Tu as été notre ange gardien aujourd'hui. » Céline, embarrassée par ces éloges, baissa les yeux. « J'ai juste fait ce que j'ai pu, capitaine. »« Ce que tu as pu, » répéta Mercier avec un sourire ému, « c'était sauver 80 vies. La mienne incluse. » Les premiers véhicules d'urgence arrivèrent enfin, leurs gyrophares perçant le rideau de pluie. Ambulanciers, pompiers et gendarmes se déployèrent rapidement, prenant en charge les rescapés, prodiguant les premiers soins aux blessés. Un médecin du SAMU s'approcha de Céline, remarquant son état d'épuisement et les contusions sur ses bras et ses jambes. « Petite, tu as besoin de soins. Viens avec moi. » Mais Céline refusa de quitter sa mère, s'accrochant désespérément à elle comme si elle craignait qu'on les sépare à nouveau. Comprenant son angoisse, le médecin accepta de les examiner toutes les deux ensemble, installant une couverture thermique autour de leurs épaules tremblantes. Pendant ce temps, les pompiers luttaient contre l'incendie qui consumait l'épave de la 320. Malgré la pluie diluvienne, les flammes refusaient de s'éteindre, alimentées par les matériaux composites et les dernières poches de carburant. Henri Valmont observait ce spectacle désolant perdu dans ses pensées. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait petit, insignifiant face aux forces de la nature et aux hasards du destin. Toute sa fortune, tout son pouvoir, n'avait servi à rien dans cette épreuve. Il avait été sauvé par une enfant des quartiers populaires, une petite fille qui n'avait pour elle que son intelligence et sa passion. Un journaliste local arrivé parmi les premiers sur les lieux commençait déjà à recueillir des témoignages. Ayant entendu des bribes de conversation sur le rôle extraordinaire joué par Céline, il s'approcha d'elle, micro et caméra en main. « Excusez-moi, mademoiselle, on me dit que vous avez aidé à poser cet avion. Pourriez-vous nous raconter ce qui s'est passé ?» Mathilde s'interposa immédiatement, protégeant sa fille. « Ma fille est épuisée. Elle a besoin de repos, pas d'une interview. » Le journaliste insista, mais fut rapidement éconduit par Henri, qui, dans un geste surprenant, se plaça entre la caméra et les Dubois. « Cet enfant vient de vivre un traumatisme, » dit-il avec une autorité qui ne souffrait aucune contestation. « Elle mérite respect et tranquillité. Si vous voulez une histoire, parlez-moi à moi. Je vous raconterai comment cette petite fille a fait ce que des adultes expérimentés croyaient impossible. » Le journaliste, reconnaissant le célèbre PDG de Valtech Industries, malgré son apparence débraillée, saisit immédiatement l'opportunité d'interviewer une personnalité de cette envergure. Pendant qu'Henri détournait l'attention médiatique, Céline et sa mère furent conduites dans une ambulance. Le véhicule démarra rapidement, se dirigeant vers l'hôpital le plus proche, à Brive-la-Gaillarde. À l'intérieur de l'ambulance, bercée par le ronronnement du moteur et la chaleur retrouvée, Céline sentit l'épuisement la submerger. Ses paupières devenaient lourdes, irrésistiblement attirées vers le sommeil. « Repose-toi, ma chérie », murmura Mathilde, caressant tendrement les cheveux emmêlés de sa fille. «
Tu l'as bien mérité. » Céline ferma les yeux, sombrant dans un sommeil profond et sans rêve, la main de sa mère serrant toujours la sienne, comme une ancre dans la tempête. À l'hôpital de Brive, l'arrivée des rescapés du crash provoqua une mobilisation générale. Tous les services se préparèrent à accueillir les blessés, des plus légers aux plus graves. Une aile entière fut réservée aux passagers du vol Air France 3578, rebaptisé déjà par certains membres du personnel le vol du miracle. Céline et Mathilde furent installées dans une chambre double, privilège rare accordé sur insistance du médecin urgentiste qui les avait prises en charge. Les examens préliminaires ne révélèrent rien de grave. Quelques contusions, une légère déshydratation et bien sûr un état de choc post-traumatique qui nécessiterait un suivi psychologique. Alors que la nuit tombait sur la région, transformant la tempête en un simple crachin monotone, Céline dormait toujours, son corps épuisé récupérant des épreuves subies. Mathilde, incapable de trouver le sommeil malgré sa fatigue, veillait sur elle, observant chaque inspiration, chaque mouvement de ses paupières avec une gratitude infinie. Un léger coup frappé à la porte de la chambre la tira de sa contemplation. Elle s'attendait à voir une infirmière pour les contrôles habituels, mais ce fut Henri Valmont qui entra, portant un bouquet de fleurs visiblement achetées à la boutique de l'hôpital. « Madame Dubois, » dit-il doucement, ne voulant pas réveiller Céline. « Je ne voulais pas vous déranger, mais je tenais à prendre de vos nouvelles avant de partir. » Mathilde fut surprise par cette visite inattendue. « Vous n'êtes pas à l'hôpital ?» Henri secoua la tête. Quelques égratignures seulement. Rien qui justifie une hospitalisation. Il déposa maladroitement le bouquet sur la table de chevet, visiblement peu habitué à ce genre de geste. « Comment va-t-elle ?»« Elle dort depuis notre arrivée, » répondit Mathilde en regardant tendrement sa fille. « Les médecins disent qu'elle va bien physiquement. » Pour le reste, elle laissa sa phrase en suspens, incapable d'exprimer les craintes qui l'assaillaient concernant les séquelles psychologiques potentielles. Henri acquiesça, comprenant ce qui restait non dit. Il resta silencieux un moment, semblant chercher ses mots, lui qui d'habitude les maniait avec tant d'aisance dans les salles de conseil d'administration. « Madame Dubois, commença-t-il finalement, je ne suis pas homme à croire aux coïncidences ou au destin. J'ai bâti ma vie et ma carrière sur des faits concrets, des chiffres, des certitudes. Mais aujourd'hui, il s'interrompit, cherchant à maîtriser l'émotion qui faisait trembler sa voix. Aujourd'hui, j'ai été témoin de quelque chose qui dépasse l'entendement. Votre fille a accompli l'impossible. » Mathilde ne répondit pas, attendant qu'il poursuive. « Je voudrais faire quelque chose pour elle, » continua Henri. « Pour vous deux, en fait, pas par pitié ou condescendance, » s'empressa-t-il d'ajouter, « mais par admiration et reconnaissance. »« Monsieur Valmont, » répondit doucement Mathilde, « nous n'avons besoin de rien. Céline a agi comme elle l'a fait parce que c'est dans sa nature, pas pour obtenir une récompense. » Henri sourit, impressionné par cette dignité tranquille. « Je le sais bien, et c'est ce qui rend son acte encore plus remarquable. » Il s'approcha du lit, observant le visage paisible de Céline endormie. Cet enfant a un don exceptionnel. Un talent brut qui ne demande qu'à être cultivé. Il sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Mathilde. « Quand elle sera rétablie, quand vous serez prêtes toutes les deux, j'aimerais vous revoir. J'ai une proposition à vous faire. » Mathilde prit la carte, hésitante. « Quel genre de proposition ?»« Le genre qui pourrait changer sa vie, » répondit simplement Henri. « Et la vôtre, par extension. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Réfléchissez-y. Prenez votre temps. Je serai là quand vous déciderez. » Sur ces mots, il quitta la chambre, laissant Mathilde perplexe, la carte de visite entre les doigts. À l'extérieur de l'hôpital, les médias s'étaient massés en nombre, avides d'informations sur le miracle de Brive, comme l'appelaient déjà les premières dépêches. Les récits des rescapés commençaient à circuler, et le nom de Céline Dubois revenait invariablement dans tous les témoignages. Le capitaine Mercier, interviewé après avoir reçu des soins pour une fracture du poignet, n'hésita pas à qualifier l'intervention de Céline de fait sans précédent dans l'histoire de l'aviation civile. Son copilote, Thomas Bernard, renchérit en déclarant qu'il n'avait jamais vu en 15 ans de carrière un tel niveau de compétence et de sang-froid, pas même chez les instructeurs les plus chevronnés. Au siège d'Air France à Paris, une cellule de crise avait été mise en place dès l'annonce de l'accident. Les premières informations concernant le rôle joué par une passagère de 12 ans avaient d'abord été accueillies avec scepticisme, avant d'être confirmées par les rapports officiels des pilotes. Le PDG de la compagnie, visiblement ému lors d'une conférence de presse improvisée,
annonça qu'une enquête approfondie serait menée pour comprendre les circonstances exactes de l'incident, mais que d'ores et déjà, Air France souhaitait exprimer sa gratitude éternelle envers cette jeune héroïne. Dans les quartiers et de Toulouse, la nouvelle du crash et du sauvetage miraculeux se répandit comme une traînée de poudre. Les voisins des Dubois, inquiets puis soulagés, se rassemblèrent spontanément dans le petit parc au pied de leur immeuble, allumant des bougies et organisant une veillée de soutien. Monsieur Laurent, le vieux bibliothécaire qui avait tant encouragé la passion de Céline, pleura sans retenue en apprenant que les livres et les connaissances qu'il avait partagées avec elle avaient contribué à sauver tant de vies. À l'aube du jour suivant, alors que la tempête s'était finalement éloignée, laissant place à un ciel d'un bleu limpide, Céline s'éveilla doucement dans sa chambre d'hôpital. Pendant un instant, elle ne reconnut pas son environnement, perdue entre rêve et réalité. « Maman » appela-t-elle d'une voix encore ensommeillée. Mathilde, qui somnolait sur le fauteuil à côté du lit, se réveilla en sursaut. « Je suis là, ma chérie, tout va bien. » Céline cligna des yeux, les souvenirs de la veille lui revenant par vagues successives. L'avion, le panneau détaché, le cockpit, l'atterrissage d'urgence, le feu. Elle frissonna, submergée par ces images terrifiantes. « Est-ce que tout le monde va bien ?» demanda-t-elle, sa plus grande crainte étant d'apprendre qu'elle n'avait pas réussi à sauver tout le monde. Mathilde sourit, caressant doucement la joue de sa fille. « Oui, mon ange. Grâce à toi, tout le monde est sain et sauf. Quelques blessures, mais rien de grave. Tu as sauvé 80 vies, Céline. Tu es une héroïne. » Céline ferma les yeux, laissant échapper un profond soupir de soulagement. « Je n'ai pas réfléchi, maman. J'ai juste fait ce que je devais faire. » « C'est précisément ce qui fait les héros, » répondit Mathilde, les yeux brillants de fierté. Un médecin entra dans la chambre accompagné d'une infirmière. Il examina Céline, vérifiant ses constantes vitales et l'état de ses contusions. « Eh bien, jeune fille, » dit-il avec un sourire chaleureux, « vous nous avez fait une belle frayeur, mais vous semblez vous remettre admirablement. Comment vous sentez-vous ?»« Fatiguée, » admit Céline, « et j'ai mal partout, mais ça va. » Le médecin hocha la tête, satisfait. « C'est normal après ce que vous avez vécu. Nous allons vous garder en observation aujourd'hui, mais si tout continue à aller bien, vous pourrez rentrer chez vous demain. » Après le départ du médecin, Céline remarqua le bouquet de fleurs sur sa table de chevet. « C'est toi qui as apporté ça, maman ?» Mathilde secoua la tête. « Non, c'est Monsieur Valmont. Il est passé hier soir pendant que tu dormais. »« Monsieur Valmont ?» répéta Céline, surprise. « Le monsieur qui était assis à côté de nous dans l'avion ?»« Oui, » confirma Mathilde. « Il voulait prendre de tes nouvelles. Il m'a laissé sa carte aussi. Il souhaite nous revoir quand tu iras mieux. » Céline fronça les sourcils, perplexe. « Pourquoi ?» Mathilde hésita, ne sachant pas exactement comment interpréter les intentions d'Henri Valmont. Il a parlé d'une proposition qui pourrait changer notre vie. Je suppose que nous le découvrirons en temps voulu. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le miracle de Brive, comme l'avaient baptisé les médias du monde entier. L'histoire de Céline Dubois, la petite fille de 12 ans qui avait sauvé un avion en détresse, avait fait le tour de la planète, traduite en dizaines de langues, relayée par des milliers de chaînes de télévision et de sites d'information. Le retour à Toulouse avait été chaotique. Des journalistes campaient devant leur modeste immeuble des Minimes, espérant capturer une image, une déclaration de la jeune héroïne. Mathilde avait dû solliciter l'aide de la police pour protéger leur intimité et permettre à Céline de se remettre tranquillement de son traumatisme. Air France avait envoyé un jet privé pour les ramener de Brive, accompagné d'un médecin et d'un psychologue. Céline, toujours hantée par les images de l'accident, avait d'abord refusé de monter à bord, puis s'était finalement laissée convaincre par sa mère. Ce vol, parfaitement calme et sans histoire, avait été une première étape dans son processus de guérison. En ce matin de juin, assise sur le petit balcon de leur appartement, Céline observait les avions décoller de Toulouse-Blagnac avec un regard différent. La passion était toujours là, intacte, mais teintée désormais d'une conscience aiguë de la fragilité de ces géants d'acier. « Céline, tu as de la visite !» appela Mathilde depuis le salon. La petite fille rentra à contre-cœur, abandonnant sa contemplation du ciel. Dans le salon l'attendaient 2 hommes en uniforme qu'elle reconnut immédiatement. Le capitaine Laurent Mercier et le lieutenant Thomas Bernard, les pilotes du vol Air France 3578. « Bonjour Céline », dit Mercier avec un sourire chaleureux. Son poignet droit était encore plâtré, seule trace visible de l'accident. « Nous passions à Toulouse pour une formation, et nous voulions te voir. »
Céline leur rendit timidement leur sourire. Depuis l'accident, elle avait du mal à interagir avec les étrangers, même ceux avec qui elle avait partagé cette expérience traumatisante. « Comment vas-tu » demanda Bernard, s'accroupissant pour se mettre à son niveau. « Ça va » répondit-elle laconiquement. « Et vous ?»« Nous allons bien grâce à toi » affirma Mercier. Il tendit à Céline un petit paquet soigneusement emballé. « Nous t'avons apporté quelque chose. Un cadeau de la part de tout l'équipage. » Intriguée, Céline défit délicatement l'emballage. À l'intérieur se trouvait un écusson officiel de pilote Air France, monté sur un support en bois verni. Une plaque dorée portait l'inscription « À Céline Dubois, pilote honoraire d'Air France, pour son courage et son expertise exceptionnelle. Vol AF 3568, 15 mai 2025. » C'est la première fois dans l'histoire de la compagnie qu'un tel titre est décerné, expliqua Bernard. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité. Céline caressa doucement l'écusson, émue au-delà des mots. Cette reconnaissance officielle de sa passion, de ses connaissances, valait plus que tous les honneurs médiatiques. « Merci », murmura-t-elle, les yeux brillants de larmes contenues. « Ce n'est pas tout », poursuivit Mercier. « Air France souhaite te proposer une bourse d'études complète. Quand tu auras l'âge, tous tes frais de formation de pilote seront pris en charge. Tu as un poste qui t'attend si tu le souhaites. » Cette fois, les larmes coulèrent librement sur les joues de Céline. Son rêve, ce rêve qui semblait si inaccessible pour une fille de lavandière des quartiers modestes de Toulouse, venait de se matérialiser devant elle. Mathilde, témoin silencieuse de cette scène, pleurait aussi, submergée par l'émotion et la gratitude. Après le départ des pilotes, alors que Céline contemplait encore son écusson, la sonnette de l'appartement retentit à nouveau. Mathilde alla ouvrir, s'attendant à voir un autre journaliste insistant. À sa grande surprise, ce fut Henri Valmont qui se tenait sur le seuil, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, une serviette en cuir à la main. Depuis leur conversation à l'hôpital de Brive, 3 semaines plus tôt, il n'avait pas eu de nouvelles de lui. « Madame Dubois » la salua-t-il poliment. « J'espère que je ne dérange pas. » Mathilde, désarçonnée par cette visite inattendue, s'écarta pour le laisser entrer. « Non, bien sûr, entrez, je vous en prie. » Henri pénétra dans le modeste appartement, observant discrètement l'intérieur. Malgré sa simplicité, le logement était impeccablement tenu, décoré avec goût et chaleur. Des photos de Céline à différents âges ornaient les murs, témoignant de l'amour qui unissait cette petite famille. Céline apparut à l'entrée du salon, l'écusson d'Air France toujours à la main. En reconnaissant Henri, elle s'immobilisa, hésitante. « Bonjour, Céline », dit-il avec une douceur inhabituelle dans sa voix. « Tu te souviens de moi ?» Elle hocha la tête. « Vous étiez assis à côté de nous dans l'avion, siège 18C. » Henri sourit, impressionné par sa mémoire précise. « C'est exact. Je vois que tu as reçu une belle distinction, » ajouta-t-il en désignant l'écusson. « Air France m'a nommé pilote honoraire, » expliqua Céline, une pointe de fierté perçant dans sa voix. « Et ils m'ont offert une bourse d'études pour devenir pilote quand je serai grande. » « Une excellente nouvelle, » approuva Henri, « et amplement méritée. » Il se tourna vers Mathilde. « Madame Dubois, je me demandais si nous pourrions discuter de cette proposition dont je vous avais parlé à l'hôpital. » Mathilde acquiesça, intriguée. « Bien sûr. Voulez-vous un café ?»« Volontiers, » accepta Henri, s'installant sur le canapé à l'invitation de Mathilde. Pendant que cette dernière préparait le café dans la cuisine adjacente, Henri sortit plusieurs documents de sa serviette et les disposa sur la table basse. « Céline, dit-il, depuis notre aventure commune, j'ai beaucoup réfléchi. À la vie, aux priorités, à ce qui compte vraiment. » Il marqua une pause, cherchant ses mots avec soin. « Tu sais, avant cet accident, j'étais un homme différent. Plus dur, plus égoïste, plus aveugle. » Céline l'observait avec curiosité, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Ce jour-là, dans cet avion, tu n'as pas seulement sauvé nos vies. Tu as aussi sauvé quelque chose en moi, quelque chose que je croyais perdu depuis longtemps. » Mathilde revint avec le café et s'assit face à Henri, attentive. « Voilà pourquoi, » poursuivit-il en poussant les documents vers elle. « J'ai décidé de créer ceci, la Fondation Céline Dubois pour les jeunes talents de l'aviation. » Les deux Dubois le regardèrent avec stupéfaction. « Cette fondation aura pour mission de repérer et soutenir des jeunes issus de milieux modestes qui, comme toi, Céline, manifestent des aptitudes exceptionnelles dans le domaine de l'aéronautique. Elle financera leurs études, leur offrira des stages, des formations, un accompagnement personnalisé. » Il sortit un chèque de sa poche et le posa sur la table. Le montant inscrit fit écarquiller les yeux de Mathilde. 5 millions d'euros.
C'est ma contribution personnelle pour lancer le projet, expliqua Henri. Valtech Industries doublera cette somme et j'ai déjà obtenu l'engagement de plusieurs partenaires industriels. Airbus, Dassault, Safran, tous ont été touchés par ton histoire, Céline. Il se tourna vers la petite fille dont le visage reflétait un mélange d'incrédulité et d'émerveillement. Mais pour que cette fondation voie le jour, j'ai besoin de ton accord, de votre accord à toutes les deux, car je souhaite que Céline en soit la présidente d'honneur, et que vous, Madame Dubois, siégiez au conseil d'administration. Mathilde, sous le choc, peinait à trouver ses mots. Monsieur Valmont, c'est trop. Nous ne pouvons pas accepter. Ce n'est pas un cadeau, répondit fermement Henri. C'est une opportunité de transformer une tragédie évitée en quelque chose de constructif et durable. Ces jeunes talents existent, partout en France, mais ils n'ont pas les moyens de développer leur potentiel. Céline a eu la chance d'avoir une mère extraordinairement dévouée et des circonstances, disons, particulières pour prouver sa valeur. D'autres n'auront pas cette chance. Il se pencha en avant, l'intensité de sa conviction illuminant son regard. Pensez-y. Combien de vies pourraient être sauvées demain si nous permettons aujourd'hui à ces jeunes génies de réaliser leur potentiel? Combien d'innovations, de progrès, de découvertes? Son argumentaire était puissant, passionné, sincère. Henri Valmont, le redoutable homme d'affaires connu pour sa froideur et son pragmatisme, plaidait maintenant avec l'ardeur d'un idéaliste convaincu. Céline, qui avait écouté attentivement, intervint soudain. « Est-ce que d'autres enfants comme moi pourraient vraiment devenir pilotes grâce à cette fondation ?» Henri se tourna vers elle, touché par cette question qui allait droit à l'essentiel. « Craie Céline, des dizaines, peut-être des centaines au fil des ans, des enfants brillants qui, comme toi, regardent le ciel et rêvent d'y voler un jour. » La petite fille resta silencieuse un moment, réfléchissant intensément. Puis, avec une détermination qui rappela à Henri celle qu'elle avait manifestée dans le cockpit de l'A320 en détresse, elle déclara « Alors, je suis d'accord. » Mathilde, voyant la résolution dans les yeux de sa fille, sentit sa résistance fondre. Cette opportunité représentait tellement plus qu'un simple changement dans leur vie personnelle. C'était la chance de transformer l'extraordinaire talent de Céline en un héritage durable, en un espoir pour d'autres enfants. « Nous acceptons, monsieur Valmont, » dit-elle finalement. « À une condition. » Henri haussa un sourcil interrogateur. « Laquelle ? » Que cette fondation ne soit pas uniquement centrée sur l'aviation, mais qu'elle s'ouvre à tous les domaines des sciences et de l'ingénierie. Il y a tant d'enfants talentueux qui n'ont pas accès aux ressources nécessaires pour développer leurs dons. Un sourire illumina le visage d'Henri. « C'est une excellente idée, Madame Dubois. Je l'adopte sans réserve. » Ils passèrent l'heure suivante à discuter des détails pratiques, des structures juridiques, des partenariats potentiels. Céline, malgré son jeune âge, participait activement à la conversation, posant des questions pertinentes qui impressionnaient Henri par leur maturité et leur profondeur. Avant de partir, Henri remit à Mathilde une enveloppe personnelle. « Ceci est indépendant de la fondation, » précisa-t-il. « C'est un témoignage de ma gratitude personnelle envers Céline. J'ai pris la liberté de régler vos dettes de loyer et de vous offrir un nouveau logement dans un quartier plus agréable, près du centre-ville. L'adresse et les clés sont dans l'enveloppe. Bien sûr, vous êtes libre de refuser. » Mathilde hésita, son instinct de fierté lui soufflant de décliner cette offre. Mais en pensant à Céline, à tout ce qu'un nouveau départ pourrait lui apporter, elle accepta finalement, les larmes aux yeux. « Merci, monsieur Valmont, pour tout. »« Non, » répondit-il avec sincérité, « c'est moi qui vous remercie. Vous et votre extraordinaire fille. » 3 mois plus tard, par une radieuse journée de septembre, la Fondation Céline Dubois pour les jeunes talents fut officiellement inaugurée dans un bâtiment flambant neuf du quartier de Montaudran, au cœur du pôle aéronautique de Toulouse. La cérémonie attira des personnalités du monde entier, industriels, scientifiques, politiques, célébrités. Le président de la République en personne fit le déplacement pour couper le ruban symbolique, saluant l'esprit d'innovation et de courage incarné par cette remarquable jeune Française. Mais au milieu de ce tourbillon médiatique, la vraie star était Céline. Resplendissante dans une robe bleu ciel, ses cheveux châtains coiffés en une élégante tresse. Debout sur l'estrade, elle adressa quelques mots simples mais profonds à l'Assemblée. « Je n'ai jamais voulu être une héroïne. J'ai juste fait ce que j'aimais. Apprendre, comprendre comment volent les avions. Si j'ai pu sauver des vies ce jour-là, c'est grâce à tous ceux qui m'ont soutenu dans ma passion. Ma mère qui a travaillé si dur pour que je puisse avoir des livres. Monsieur Laurent, le bibliothécaire qui m'a ouvert les portes du savoir.
mes professeurs qui ont cru en moi. Elle marqua une pause, cherchant du regard Mathilde dans la foule. Cette fondation n'est pas vraiment à propos de moi. Elle concerne tous ces enfants qui, comme moi, ont des rêves plus grands que leurs moyens. Elle concerne l'idée que le talent n'a pas de code postal, que le génie peut naître n'importe où, et qu'il est de notre devoir collectif de le reconnaître et de le nourrir. Un tonnerre d'applaudissements accueillit ces paroles, beaucoup dans l'assistance essuyant discrètement une larme d'émotion. La soirée se poursuivit par un gala de charité qui permit de récolter plusieurs millions supplémentaires pour la fondation. Céline, épuisée mais radieuse, s'éclipsa discrètement vers le balcon du bâtiment, cherchant un peu de solitude. Elle y trouva Henri Valmont, contemplant les lumières de Toulouse qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. « Fatigué des mondanités ?» demanda-t-il avec un sourire complice. Céline acquiesça. « Un peu. C'est beaucoup de bruit et de mots. C'est vrai, » admit Henri. « Mais c'est nécessaire pour attirer l'attention et les fonds sur notre cause. » Ils restèrent silencieux un moment, savourant la fraîcheur de la soirée et le calme relatif du balcon, d'où leur parvenaient, assourdis, les échos de la fête. « Monsieur Valmont, dit soudain Céline, pourquoi faites-vous tout ça? Vraiment ?» Henri sourit, touché par cette question directe, typique de la franchise de cet enfant extraordinaire. « Tu sais, Céline, j'ai passé ma vie à construire, à acquérir, à posséder des entreprises, des biens, du pouvoir. J'étais persuadé que c'était ça, réussir. » Il contempla le ciel étoilé au-dessus d'eux. Puis, dans cet avion, quand j'ai cru que tout était fini, j'ai réalisé que rien de tout cela n'avait de sens, que je n'avais rien construit de vraiment durable. Il se tourna vers Céline, son regard empli d'une gravité inhabituelle. « Tu m'as offert une seconde chance, Céline. Pas seulement de vivre, mais de vivre pour quelque chose qui compte vraiment. Cette fondation, c'est mon héritage. Pas un bâtiment à mon nom ou une fortune pour mes héritiers, mais un mécanisme qui continuera à changer des vies longtemps après que je ne serai plus là. » Céline hocha la tête, comprenant parfaitement ce sentiment. « C'est un peu comme voler, » dit-elle pensivement. « Quand on est là-haut, on voit les choses différemment. Ce qui semblait si important au sol devient tout petit, et on découvre des perspectives qu'on ne soupçonnait pas. » Henri éclata d'un rire chaleureux. « Exactement. Tu as 12 ans, et tu es déjà plus sage que la plupart des adultes que je connais. » Leur conversation fut interrompue par Mathilde, qui les rejoignit sur le balcon. « Ah, vous êtes là. Je vous cherchais partout. Le ministre de l'Éducation souhaite te rencontrer, Céline. » La petite fille soupira, mais se prépara courageusement à retourner dans la mêlée. Avant de partir, elle se tourna une dernière fois vers Henri. « Vous savez, monsieur Valmont, je crois que cet accident était peut-être un cadeau du destin. Pas seulement pour les vies sauvées ce jour-là, mais pour toutes celles qui seront transformées par ce que nous faisons maintenant. » Sur ces mots profonds, elle rejoignit la réception, laissant Henri et Mathilde seuls sur le balcon. « Votre fille est vraiment unique, Madame Dubois, » dit Henri après un moment. « Oui, » confirma Mathilde, avec un sourire empreint de fierté et d'amour. « Elle a toujours été spéciale, mais grâce à vous, elle pourra vraiment déployer ses ailes. »« Non, » corrigea doucement Henri, « ses ailes, elle les avait déjà. J'ai simplement aidé à éclaircir le ciel pour qu'elle puisse voler plus haut. » Un an plus tard, par une magnifique journée d'automne, Céline Dubois, désormais âgée de 13 ans, montait les marches de son nouveau collège, un établissement réputé du centre de Toulouse, spécialisé dans les sciences et l'ingénierie. Grâce à la bourse de la Fondation, elle y suivait un programme personnalisé, alternant cours classiques et formations spécialisées en aéronautique. La Fondation avait déjà identifié et commencé à soutenir plus de 50 jeunes talents à travers la France, des enfants brillants dans des domaines aussi variés que la robotique, l'astrophysique, la médecine ou l'informatique quantique. Mathilde, quant à elle, avait repris des études d'administration et de gestion, se préparant à assumer un rôle plus important au sein de la Fondation. Elle et Céline vivaient désormais dans un agréable appartement du centre-ville, à distance de marche du collège et des bureaux de la Fondation. Henri Valmont avait profondément changé. Il avait délégué la gestion quotidienne de Valtech Industries pour se consacrer presque entièrement à la Fondation, parcourant les écoles de France à la recherche de nouveaux talents, plaidant la cause de l'éducation scientifique pour tous auprès des instances politiques et économiques. L'histoire de Céline Dubois continuait d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Des films, des livres, des documentaires lui étaient consacrés. Elle recevait chaque jour des lettres d'enfants qui, comme elle autrefois, rêvaient de toucher les étoiles. Mais pour Céline elle-même, la plus grande satisfaction venait des moments simples,
observer un avion décoller au loin, résoudre une équation particulièrement complexe, ou simplement voir sa mère sourire, libérée enfin des soucis financiers qui avaient assombri leur vie pendant si longtemps. Un soir, alors qu'elle se préparait pour son premier vol d'initiation officiel, un cadeau d'Air France pour son 13e anniversaire, Céline trouva sur son bureau un petit paquet soigneusement emballé. À l'intérieur se trouvait une boussole ancienne, visiblement précieuse, accompagnée d'une note d'Henri Valmont. « Chère Céline, cette boussole appartenait à mon grand-père, pilote durant la Seconde Guerre mondiale. Il me l'a offerte en me disant qu'elle m'aiderait toujours à retrouver mon chemin, où que je sois. Pendant des années, je l'ai gardée sans comprendre son véritable message. Ce n'est que récemment, grâce à toi, que j'ai enfin trouvé ma vraie direction. Aujourd'hui, je te la transmets, non pas parce que tu as besoin d'aide pour trouver ton chemin, tu sembles l'avoir toujours su instinctivement, mais comme un symbole de la manière dont tu as guidé tant d'autres vers une destination meilleure. Vole haut, Céline. Le ciel n'est pas une limite, mais un début. Avec toute mon admiration, Henri. » Céline serra la boussole contre son cœur, émue par ce geste inattendu. Par la fenêtre de sa chambre, elle pouvait voir les lumières de l'aéroport de Toulouse-Blagnac scintiller dans la nuit, promesse d'aventures futures et de rêves à portée de main. Demain, pour la première fois, elle ne se contenterait plus d'observer les avions de loin. Elle serait aux commandes, guidée par les meilleurs instructeurs d'Air France. Ce ne serait qu'un vol d'initiation, bien sûr, strictement encadré et limité. Mais ce serait un début, la première étape d'un voyage qui l'amènerait, elle en était certaine, vers les plus hauts sommets. Car Céline Dubois avait appris la leçon la plus importante. Aucun rêve n'est trop grand pour ceux qui ont le courage de le poursuivre, et parfois, les turbulences de la vie nous conduisent exactement là où nous devions aller.